arrête de procrastiner. Parce que si tu es sur Facebook, tu regardes des vidéos de chats, ça ne donnera jamais rien. Okay? Tu t'amuses, c'est le fun, mais si tu veux passer à l'action puis aller avec des choses concrètes, si tu suis les étapes, tu as une préapprobation, tu as les conseils de professionnels, bien maintenant, let's go. Donc, arrête de procrastiner. L'étape après les conseils de professionnels, c'est d'aller t'acquérir l'expérience nécessaire pour aller le faire, ton investissement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Monsieur Kevin Boucher. De quelle académie? Ben, nous autres, en fait, on a fait la création de Immo Academy. Nice! Et tu fais quoi? C'est quoi ton titre? Ben, en fait, moi, je suis investisseur immobilier, là, ça fait plus de 5 ans. Et puis, on a créé l'académie, ça fait à peu près un an et un mois. Super! Alors tout le monde, restez à l'écoute parce qu'on va parler d'optimisation, on va parler de trucs de vente de PA et aussi du background du cher Kevin. Alors, on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement expliquer une courte biographie de qui tu es, comment tu t'es lancé, comment tu as commencé, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Oui, absolument. Dans le fond, moi, j'ai commencé dans mes débuts il y a presque 6 ans, donc 5 ans et demi à peu près. J'ai commencé avec la vente de promesses d'achat. Parce que au début, j'avais besoin d'amasser un plus gros capital pour pouvoir faire les investissements que je voulais. Okay. Donc, la vente de promesses d'achat, c'est ce qui m'a permis au début d'amasser des bons capitaux pour pouvoir aller faire mes premiers investissements. Nice. Donc, écoute, si on rentre un peu en détail avec la vente de promesses d'achat, moi j'ai fait de la prospection à travers les registres fonciers, j'ai mis des annonces en ligne, tu sais les petites annonces en ligne, puis les petites pancartes que vous voyez sur le bord de la rue des fois qui disent « J'achète votre maison cash ». Oui. Ouais, là, on voit ça souvent. Là. Donc, dans ce genre de marketing-là et tout, c'est sûr que lorsque vous voyez des pancartes de gens qui disent j'achète votre maison cash, ils signent des promesses d'achat, des fois ils les revendent à d'autres gens qui eux vont l'acheter cash après, mais c'est pas nécessairement la personne qui a fait la pancarte qui l'achète cash, des trucs comme ça. Donc bref, c'est du marketing. Fait que dans mes débuts, c'est ça. J'ai commencé beaucoup avec ça et puis j'ai reçu des appels. Une que j'ai faite la dernière que j'ai faite qui a été la plus payante en fait, c'est une madame qui est venue de Marketplace de Facebook. Une dame âgée qui m'a écrit, qui me dit « Bon, ben, moi, j'ai ma maison à Hauteuil, à Laval. Okay. J'ai commencé à faire des rénaux, mais j'ai plus les fonds pour terminer mes rénaux. Donc, je me sens mal à l'aise de vendre la maison telle qu'elle, puis d'essayer de la vendre, parce que les gens qui vont visiter, c'est pas des clés en main, elle va se vendre pas bien, elle va se vendre pas cher, puis un agent immobilier, il va avoir de la misère, puis tout. Là, dans ma tête, je me suis dit, ouais, un agent immobilier va pas avoir de la misère à vendre ta maison, même si c'est pas terminé, on s'entend. Mais j'ai fait, OK, ben, je vais aller voir ça, je vais aller visiter ça. Donc, j'ai rentré dans la maison, naturellement, elle était vraiment pas finie du tout. Là. Tous les murs étaient ouverts, l'électricité n'était pas finie, des fils qui pendaient, qui n'avaient même pas de tape électrique, dangereuse aussi, là, tu sais. Donc, bref, j'ai fait mon évaluation par rapport à ça, coûts, réno à faire. Et puis, la maison, moi, j'y ai offert un 225 000. Là, on s'entend de là, 5 ans. Okay. Donc, maison Hauteuil, 225 000, qui était à rénover. Là, 5 ans, c'était good. Donc, c'est ça. Fait que, c'est ce que j'ai fait au début. Elle m'était revenue avec 2,45. On a renégocié. Fait que, bref, on a signé le contrat, pas le contrat, mais la promesse d'achat à 230 000. Okay. Moi, sur la promesse d'achat, j'avais écrit conditionnel à l'acceptation de mon co-investisseur. Je me suis écrit ça juste comme clause pour me protéger. Au cas où que j'arrive pas à revendre la promesse d'achat, je pouvais m'en sortir en disant OK, mais bon, ben, j'ai pas eu l'approbation de mon co-investisseur, il voulait pas le faire avec moi, etc. Fait que finalement, la promesse d'achat, on va l'annuler, puis c'est ça. Okay. Fait que j'écris juste cette clause-là pour me protéger au cas où. Donc voilà, j'ai fait les prospections et puis on a réussi à vendre cette promesse d'achat-là et cette maison-là, à la fin, s'est vendue 380 000 et la personne a mis seulement 50 000 de réno. Wow!
Donc voilà, fait qu'il a fait un beau profit de 100 000 et plus que j'aurais pu faire, mais que j'ai pas fait parce que j'avais pas les fonds à l'époque. Donc c'est ça. Fait que, commencé avec des ventes de promesses d'achat et par la suite, j'ai fait mon premier investissement qui amène à ta question, quel a été le premier investissement? Yes. Qui est un multilogement à Montréal, qui est un 6 portes. J'ai tout de suite fait l'acquisition dans le commercial dès le début. Quand on parle de commercial en passant, on ne parle pas de locaux commercial de Dollarama ou dépanneur. Là. Quand on parle de commercial, c'est du 5 portes et plus acheté sous une incorporation et des immeubles qui peuvent faire des investissements commerciaux aux yeux de la banque. Donc, c'est un financement qui est un petit peu différent avec la SCHL, ces trucs-là. Donc, financement commerciaux à partir de 5 portes et plus sous une incorporation. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que dans ce genre d'investissement-là, dans le multilogement, c'est sport, la banque va moins analyser ton salaire personnel, elle va beaucoup plus analyser qu'est-ce que l'immeuble donne comme revenu, c'est quoi le revenu net de l'immeuble, quelle est la mise de fonds de ton incorporation et est-ce que tu as de l'expérience antérieure, etc. Donc, tu sais, j'avais pas d'expérience antérieure, mais j'avais la mise de fonds, puis l'immeuble avait un excellent ratio de ce qu'on appelle le RCD, le ratio de couverture de la dette. Okay. On en parlera plus en détail dans une autre vidéo ou quoi que ce soit. Donc, tout était positif dans ces chiffres-là aux yeux de la banque et l'incorporation que j'avais créée avait la mise de fonds. Donc, j'ai fait l'acquisition de ce 6 logements-là. Super. Là, tu es allé un petit peu... non, mais tu es allé dans la deuxième question, j'ai aimé ça, mais tu es parti de faire de la vente de PA. Ouais. Pendant combien de temps environ? Ah, ça n'a pas été très long. Je fais de la vente de PA pendant à peu près 7-8 mois. C'était quoi ton but avec ça? C'était pour accumuler l'argent pour la mise de fonds, j'imagine? Exactement. Puis après ça, après 7-8 mois, tu t'es lancé tout de suite vers ton 6 logements? Tout de suite vers le 6 logements. Super. Puis après ça, tu as accumulé quoi depuis ton 6 logements jusqu'à aujourd'hui? Oui, parce que là, je t'ai rentré dans les détails. Bien, si j'y vais en surface, en fait, j'ai fait la vente de PA. Ensuite, j'ai fait l'acquisition du 6 logements. Ensuite, je me suis lancé dans les flips. Donc, j'ai fait l'acquisition d'une maison à Rosemère que j'ai achetée à 296 000. Au moment où on se parle aujourd'hui, elle vaut 1,2 million. Nice! Et puis, j'ai mis 380 000 de réno dedans. Quand je parle de prix réno, je parle de, oui, les rénovations, l'augmentation du coût du bois. Je parle aussi des frais de notaire, des taux d'intérêt sur l'hypothèque, de taxes de bienvenue. Fait que je rentre tout ça dans les frais réno là, pour donner un prix global. Là. Fait que ça aussi, ça a été un super de bon coup de circuit. Et puis là, cette année, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de créer différentes conventions d'actionnaires. Pour aider le maximum d'élèves possible dans l'académie, mais aussi je suis en train de me créer ma propre convention avec des gens clés pour qu'on puisse aller faire l'acquisition d'un 25 portes à Montréal. C'est où ce que j'en suis rendu. Donc bref, j'ai commencé avec vente de promesses d'achat, multilogement commercial, flip, coup de circuit et création de convention d'actionnaires pour du 25 et plus. T'as-tu acheté d'autres propriétés entre-temps? À part ton flip puis non, mais j'ai fait d'autres petites ventes entre-temps de promesses d'achat, des commissions avec commission. On s'entend, je suis pas un courtier hypothécaire, j'ai pas de commission, là, mais j'ai fait du référencement à gauche et à droite de différents deals là, avec du hors-marché. Super. Puis tout ça, t'avais quel âge au tout début? Au tout début, j'avais 23. 23 ans. 23, ouais. Aujourd'hui, t'as quel âge? 28. Super. C'était pas écrit dans les questions, mais genre rapidement ou admettons, juste c'est sûr t'as dû faire face à des embûches. Ça a été quoi? À part le financement qui a sûrement pas passé, là, mais je veux dire, tu sais, des petites, admettons, si tu peux nommer des sujets de, tu sais, j'ai eu ça, mais t'arrives ça, comme... Dans le monde de l'immobilier ou dans le monde des finances de mon investissement? Non, dans ton parcours, là, mettons, est-ce que tu t'es fait dire non ou t'as fait des courts-circuits, mais pour arriver à tes courts-circuits, est-ce que tu as fait face à des échecs, des mauvais deals? Si on parle juste d'immobilier, ton parcours à 100% là, dans l'immobilier, moi, dès le début, avant de faire la promesse d'achat même, j'ai été à une banque, puis j'essayais de voir si je pouvais faire mes propres emprunts pour une maison. Puis j'ai été refusé au personnel parce que j'étais travailleur autonome, puis ça faisait même pas 2 ans. OK. Fait que ça a été ma première embûche. La banque qui me dit qu'il faut que ça fasse 2 ans que tu sois travailleur autonome pour investir. Donc c'est la première embûche, mais sinon après ça, quand j'ai fait les ventes de promesses d'achat, j'ai fait l'acquisition du multi.
J'ai fait d'autres prospections aussi, puis j'ai eu des embûches parce que mon taux d'endettement personnel était trop élevé. Parce que, tu sais, quand tu achètes une maison au personnel, puis tu achètes un multi en incorporation, puis là tu veux acheter d'autres choses au personnel, à un moment donné, les dettes bancaires, même si c'est ça, même si c'est des bons endettements, parce que c'est des endettements qui te font de l'argent, on s'entend. Mais pour eux, aux yeux de la banque, c'est quand même de l'endettement au personnel qui était trop élevé. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le terrain, que tu as des ratios d'endettement personnel. Puis pour t'en libérer, tu dois transférer, faire des roulements dans des incorporations, des trucs comme ça. Fait que ça a été des embûches. Et je te dirais que les embûches que j'ai eues, il y a toujours eu des solutions pour y venir après. Là. C'est ça l'important, c'est jamais se décourager. Puis quand tu as une embûche, tu dois y trouver une solution, tu n'as pas le choix si tu continues à avancer. Puis avoue que sans ces embûches-là, tu ne serais pas l'investisseur, le coach, la personne qui est aujourd'hui. Ah, 100%. Les embûches, c'est ce qui, bon, on peut dire, c'est ce qui forge ton caractère, mais c'est ce qui forge aussi ton expérience. Mais entre moi et toi, j'aurais préféré avoir un professionnel qui me tienne en main puis qui me suit de tout ce que je vais faire sans avoir à faire ces embûches-là. J'aurais sauvé des milliers de dollars sur trucs. Ça, c'est clair. Ça, 100%. Ouais. Qu'est-ce qui m'amène justement à avoir la personne qui aurait pu t'accompagner, puis aussi tes incorporations, tes groupes d'incorporation à IMO Academy? Oui. L'entreprise que tu as montée de A à Z, as-tu des partners ou tu es toute seule? Quand tu as lancé ça, tu étais toute seule? Quand j'ai lancé ça, je suis toute seule. Aujourd'hui, au moment où on se parle, j'ai des associés qui sont avec moi au niveau cinéaste, au niveau marketing, au niveau coaching, etc. Mais à la base, j'ai parti la compagnie seule au début. Super. Pourquoi tu as lancé ça? Pourquoi tu t'es dit, tu sais quoi, avec mon expérience, avec ton bagage, tes investissements, tu aurais pu juste vivre de ça. Pourquoi lancer IMO Academy? Depuis quand? Ben écoute, j'ai lancé moi IMO Academy parce qu'au début, j'ai suivi de la formation dans divers coachings qui existent sur le marché, qui sont des excellentes formations en passant. On est chanceux au Québec parce qu'on a plein de bonnes compagnies qui font de la formation immobilière. Et puis, par contre, j'ai vu qu'il y avait certains trucs qui n'étaient pas présents. Et j'ai décidé de partir avec IMO Academy basé sur ces trucs-là en tant qu'investisseur immobilier. Ce qui m'amène à dire que IMO Academy, ce qui différencie des autres académies, c'est qu'on a des coachs à l'intérieur qui sont associés avec chacun des élèves puis qui suivent les élèves sur le terrain durant leurs 3 prochaines acquisitions. Donc, on refait des calculs de rentabilité, on regarde qu'est-ce qu'on fait comme optimisation, on regarde au niveau des prêts rénaux ou pré-optimisation, tout dépendant si c'était au personnel ou sous incorporation. Tout ce qui est formation en ligne est annexé avec 45 corps de métier. Donc, avocats, fiscalistes, inspecteurs en bâtiment, name it, on a tous nos gens qui sont là pour travailler avec les élèves. Et puis, à ce jour, au moment où on se parle, on est rendu avec 5 coachs dans l'académie, un gars marketing, un cinéaste, des assistantes coach qui sont au téléphone, des assistantes qui s'occupent de tout ce qui est réseau, marketing, Messenger, groupe Facebook, etc. Donc, je suis super content à dire qu'on a dépassé le cap des 200 élèves, puis que notre taux de succès d'élèves est super élevé parce que on pousse d'un fesses du monde pour être sûr qu'ils arrivent à leurs objectifs. That's it. Ouais. Puis, je pense que tu l'as expliqué, mais tu allé brièvement. Qu'est-ce qui te différencie de toutes les autres formations? Ce qui me différencie de toutes les autres formations, c'est que nous autres, on fait vraiment de la formation sur le terrain avec chacun des élèves. Donc, on a une formation en ligne de 60 heures théoriques que tu as un avocat qui parle, un fiscaliste qui parle, moi qui va faire des capsules aussi. Fait que oui, on a de la formation en ligne, mais ce qui différencie vraiment des autres, c'est qu'il y a vraiment un coach qui est associé avec l'élève puis qui va aller sur le terrain sur chacun de ses acquisitions durant les 3 prochaines acquisitions. Okay. C'est ça qui différencie des autres. Bon, naturellement, tu peux écrire des emails tous les jours, tu as une réponse en dedans de 24 heures, tu peux fixer un appel par semaine avec ton coach, mais ça, on voit ça aussi dans d'autres académies. Ce qui différencie concrètement, c'est l'accompagnement sur le terrain puis le coaching privé. Super. Tantôt, tu as parlé de justement quand toi, tu as commencé avec les ventes de promesses d'achat. Oui. On voit que c'est une tendance aussi, pas que c'est une tendance, laisse-moi reformuler. Je trouve que c'est une bonne solution pour les gens qui n'ont aucun capital, qui n'ont aucune mise de fonds, qui sont à un certain âge, qui partent de rien, mais qui veulent se lancer, puis qui n'ont pas les moyens justement de faire un flip, l'investissement immobilier de gros multilogements. Pourquoi? Plutôt, si tu peux partager certaines stratégies pour les gens qui veulent aller vers ça, ça s'adresse à qui?
Et justement, puis comment un petit peu, quelques petites stratégies là, de comment faire ça. Là. Bien, la vente de promesses d'achat, c'est pas en tant que tel un investissement immobilier. C'est plutôt une préparation à un investissement immobilier. C'est une façon créative d'aller augmenter ta mise de fonds pour les investissements. Donc, cette façon-là est tout autant valable que d'aller prendre un travail chez McDo ou d'aller travailler dans quoi que ce soit d'autre ou d'aller faire un petit DEP puis let's go aller travailler dans un autre truc, faire du 60 000 par année puis que tu mets de l'argent de côté pour devenir investisseur immobilier. Tu sais, donc la vente de promesses d'achat, ce n'est pas un investissement immobilier. Tu vas travailler pour en tabarnouche. Là. Tu vas faire de la prospection, tu vas aller faire énormément de porte-à-porte, tu vas aller faire beaucoup de marketing en ligne, tu vas aller négocier avec des gens qui vont pleurer dans ta face parce qu'ils sont en train de perdre leur maison. Il y en a d'autres qui vont te dire des gros mots. Tu sais, as toutes sortes de monde là-dedans. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai adoré faire, mais c'est quelque chose que j'ai fait au début parce que ça me tentait pas d'avoir un patron. Okay. Donc, puis l'investissement immobilier m'intéressait, donc c'était un peu dans la même voie, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais si je vous donne une statistique pour la vente de promesses d'achat, vous allez avoir une réponse, une personne à chaque 100 personnes que vous allez rencontrer. OK? Donc, si c'est des lettres, que vous envoyez des lettres, exemple, je suis investisseur immobilier, j'ai vu présentement que dans le registre foncier, vous aviez un avis de 60 jours pour votre maison. Je peux vous aider concrètement, appelez-moi. Bon, c'est pas très bon comme lettre, là, je te dis dans 2 minutes, là. Mais tu sais, tu peux envoyer ça, ce genre de lettre-là, à plein de gens qui ont ces avis de 60 jours-là. La statistique dit que c'est une personne sur 100 que tu vas avoir une réponse. Okay. Une réponse. Pas qu'il va faire « Ah oui, ok, parfait, je te vends ma maison, 50 000 de moins que ce qu'elle vaut. » Non, ça, c'est pas une personne sur 100, ça, c'est encore plus. Donc, le taux de réponse est très faible, mais si vous vous rendez sur le terrain, vous cognez à la porte de chacune de ces maisons-là, puis que vous vous présentez et que vous expliquez la situation, votre taux de réponse va être beaucoup plus élevé. Donc, c'est du hustle, hein, comme on dit dans le milieu. C'est du hustle, on travaille super fort, puis il faut faire les actions pour y en arriver. Mais ça, c'est une étape qu'on peut sauter si on a déjà les mises de fonds. C'est une étape qu'on peut sauter aussi si on n'aime pas cette méthodologie d'investissement-là. Parce que dans l'immobilier, il y en a plein de méthodes différentes d'aller faire de l'argent. Beaucoup. Justement, j'ai une vidéo concernant ces méthodes-là, on en reparlera tantôt. Mais pour ce qui est de la vente de promesses d'achat, c'est une façon de faire que si vous avez zéro mise de fonds, que vous n'avez pas envie de faire le financement créatif, que vous n'avez pas envie de faire du partenariat, que vous n'avez pas envie d'aller faire des conventions de syndicats ou d'actionnaires, mais que vous voulez faire de la prospection, que vous avez de l'entre-gens, que vous voulez apprendre sur le terrain, que vous êtes motivé, la vente de promesses d'achat, je vais te le conseiller dans ces situations-là. Super. Puis toi, c'était quoi ton petit dada dans lequel la multitude de techniques marketing pour attirer les clients leads, dans laquelle tu étais le meilleur? Est-ce que c'était juste marketing? Est-ce que c'était au téléphone? Est-ce que c'était cogné aux portes? Est-ce que c'était les flyers? Ce que j'ai eu le plus de résultats, c'était avec les annonces en ligne quand les gens eux-mêmes me contactaient. Mais toi, là aussi, ça demandait un investissement. Non, détrompe-toi, je ne mettais pas de l'investissement dans le marketing en ligne en tant que tel. Quand je dis marketing en ligne, c'est que je mettais des petites annonces sur Kijiji puis Marketplace non payantes. C'est ce que je faisais. Fait que quand je faisais de la vente de promesses d'achat, puis même encore à ce jour, lorsque les gens font de la vente de promesses d'achat à petite échelle, on s'entend, tu n'as pas de capitaux à investir. C'est vraiment juste du hustle, comme on dit. Il n'y a pas de dur. Puis tu as besoin de 0 $. D'où le pourquoi on dit, si tu veux pas faire les autres choses, c'est une technique qui peut être intéressante. Super. Avec le marché d'aujourd'hui, 2021, on sait qu'on est dans un marché de vendeurs. C'est l'offre et la demande. La demande est très forte, mais les offres, il n'y a pas beaucoup de propriétés, il n'y a pas un gros inventaire. Combien tu trouves, selon toi, pour tes acquisitions ou même tes élèves, qu'il faut de promesses d'achat pour finalement avoir une promesse d'achat acceptée? C'est une excellente question. En fait, lorsqu'on est dans un marché vendeur, souvent on dit OK, on est un marché vendeur, il y a moins de propriétés sur le marché, les prix sont un peu plus chers, n'investissez pas.
sais, des médias vont dire ça, des gens vont dire ça. Ce n'est vraiment pas vrai, OK? Oui, il existe un marché vendeur, marché équilibré, marché acheteur, mais même si on est dans un marché vendeur, continue quand même à faire ta prospection, puis il y en a des bons deals. Il y en Tout a à fait. toujours, même si on est dans un marché vendeur. Ça, je vous l'assure, je le vois de mes propres yeux à toutes les semaines. Exact. Donc, pour répondre à ta question sur le nombre de promesses d'achat, récemment, j'ai l'élève le plus récent qui a acheté a eu besoin de faire 35 promesses d'achat avant d'avoir une acceptée. OK? Moi, quand j'ai acheté le Flip, qui est quand même récent, qui date d'un petit peu moins d'une année, j'ai dû faire à peu près 25 promesses d'achat avant de trouver celle-là. Donc, j'ai eu 25 refus de promesses d'achat avant d'acheter celle-là. Wow. Mais là, tu vas me dire peut-être, ouais, mais là, tabarnouche, après 5 promesses d'achat, t'étais pas tanné de te dire non. Exact, là. Écoute, c'est sûr, c'est ce que j'appelle une montagne russe émotionnelle. Hein? Une promesse d'achat, t'es excité, tu veux la propriété, c'est nice, ou puis là, t'as un appel, non. Ah, fait que là, tu redescends. Là, t'as un autre deal, une autre promesse d'achat, là, c'est non. Oui, là, c'est non. Puis, au bout de la ligne, t'as mis du temps là-dedans. Là. T'as 100%. mis du temps. Le temps, c'est de l'argent, ça ne cachera pas. Le temps peut être aussi des activités, de profiter avec sa famille, là, c'est pas ça, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu as mis du temps pour ce travail-là, puis même après 20 promesses d'achat, si tu n'en as pas une d'accepter, des fois, il y en a qui se découragent, mais il ne faut pas se décourager parce qu'il suffit d'un bon deal immobilier, puis tu viens de te libérer pour le restant de ta vie. Là. Tu viens d'avoir un bon asset qui va te servir ensuite, que tu peux léguer à tes enfants, à tes parents, etc. Donc, ça vaut la peine de continuer, même si on est dans un marché vendeur. Parce que on peut être dans un marché vendeur pendant peut-être 5 ans encore, on ne sait pas. Un an, 2 ans. Personne n'a. Si tu attends pendant 5 ans avant d'investir, puis que le marché continue à monter pendant ce temps-là, tu sais, depuis le début des temps, le marché immobilier a toujours monté. Il y a toujours eu des petites pentes comme ça, mais ça a toujours monté. Fait que ça va continuer à toujours monter. Sais-tu pourquoi? Tu le sais parce que tu es un agent, mais pas un agent, un courtier. Hein? Ça, c'est une nouvelle chose qu'on dit maintenant. Là. Avant, on disait agent, mais maintenant, c'est courtier immobilier. Il va toujours continuer à monter parce que c'est une ressource essentielle. That's it. L'habitation. Exact. Toujours. On va toujours un besoin en avoir primaire. besoin. Un besoin primaire, bien dit. Donc, d'où le pourquoi qu'il ne faut pas se décourager. Même si tu fais 20 promesses d'achat que tu n'es pas accepté, ça vaut la peine que tu continues à en faire et que tu n'attendes pas 5 ans, 10 ans avant de faire ton investissement parce que tu aurais déjà le 1 quart, le 1,5 de ton immeuble qui serait déjà remboursé au niveau du capital. En plus. Ouais. Tu sais, qui est déjà payé par des locataires si on parle de multilogement. Fait que voilà, fait que tu dois faire ta prospection, investir maintenant et penser après. 100%. C'est ça. Puis, tu sais quoi, ça c'est drôle parce que j'aime ton point de vue des choses parce que ça reflète le côté investisseur immobilier. Tu l'as bien expliqué. Puis aussi parce que vous recherchez une opportunité. Vous recherchez moins le coup de cœur, vous recherchez plus quelque chose qui va faire du sens au point de vue des chiffres. Mais moi, de mon côté, c'est la même réalité du côté où est-ce que j'ai des acheteurs qui veulent acheter leur maison coup de cœur, qui veulent être propriétaires occupants ou qui veulent leur premier multilogement, mettons duplex, triplex, qui veulent l'habiter, qui a une partie émotionnelle parce que c'est personnel pour eux autres. C'est un petit peu la même réalité. Je te dirais, c'est pas autant de promesses d'achat, 30, 35, mais je te dirais, c'est un petit peu la moitié. Dans ces alentours-là, je vais être franc avec toi, on tourne la vidéo aujourd'hui, on est dans le fin juin. J'ai des acheteurs depuis le mois de janvier qu'aujourd'hui, ils ont fait des promesses d'achat. Ça a été refusé. Puis comme toi, je dois les motiver, je dois les garder justement focus sur leur objectif parce que c'est décourageant pour vrai là, que depuis le mois de janvier, à chaque 1 semaine, 2 semaines, je dirais, on fait des promesses d'achat, puis boum, c'est refusé. Puis comme tu dis, c'est vraiment ça, ils pognent un down. Après ça, c'est let's go, on lâche pas. Puis où est-ce que je veux en venir avec ça? Autant pour les acheteurs que c'est personnel pour eux autres propriétaires occupants ou pour des investisseurs, la réalité, c'est que qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que ils vont toujours être mieux avec une propriété dans leurs mains versus d'abandonner puis de pas avoir de propriété. Ah, 100%. Parce que, comme tu l'as dit, les propriétés, selon moi, dans le pire des cas, le marché va se stabiliser. Mais sinon, worst case, ça continue d'augmenter, comme Vancouver, comme Toronto. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que tu pouvais acheter aujourd'hui, ça se peut que l'année prochaine, les gens ne puissent même pas l'acheter. Fait qu'il vaut mieux pas abandonner, continuer, persister. Mais la réalité aussi, c'est que avec le temps, avec l'expérience, j'ai remarqué que les gens finissent toujours par trouver. Fait que, comme tu l'as dit,
Abandonnez pas, continuez à faire vos promesses d'achat, continuez d'être sur le terrain parce qu'en même temps, vous êtes en train d'apprendre. Parce que chaque propriété, chaque situation, chaque promesse d'achat, chaque situation du vendeur avec la vôtre est tout le temps différente. Fait que, puis en même temps, je trouve que ça développe encore plus de connaissances pour la personne, pour l'acheteur. Ça l'aiguise les yeux. Boum! Ah, c'est bien dit. C'est ce que j'aime dire. C'est ce que j'aime dire. Ça, j'aime ça. Aiguise les yeux des acheteurs. Super. Côté optimisation. Ouais. Deux ou trois trucs que tu aurais pour les gens qui sont rendus là, qui ont déjà une acquisition ou qui veulent se lancer faire une acquisition de multilogement, puis qui veulent optimiser la place. Lorsqu'on parle de multilogement, qu'on parle d'optimisation, lorsqu'on est dans le 5 portes et plus, ce qui va définir la nouvelle valeur de ton immeuble, ça va être directement son revenu net. Bon. OK? Lorsqu'on est dans le 5 portes et moins du multilogement, ce qui va beaucoup influencer la nouvelle valeur du multilogement, c'est les comparables vendus du secteur. OK? Les revenus vont avoir une influence, mais beaucoup moins que lorsque tu es dans du 5 portes et plus. Ça, c'est un détail important à garder en tête. Donc, l'optimisation d'un 5 portes et moins est différente que l'optimisation d'un 5 portes et plus. OK? Parce que lorsqu'on se situe dans un 5 portes et plus et qu'on veut faire l'optimisation, on va aller vraiment miser ce qu'on peut optimiser dans les appartements pour augmenter le revenu net de l'immeuble. Donc, truc à dire pour les 5 portes et plus, on s'entend, ta salle de bain, il faut qu'elle soit sharp, ta cuisine, il faut qu'elle soit sharp. Lorsqu'on dit salle de bain sharp, cuisine sharp, je te dis pas de mettre ça en marbre là, puis que tu te situes à Montréal-Nord. Là. Ça, c'est complètement stupide. Ce que je dis dans sharp, c'est que ça doit avoir un beau look. Cuisine Ikea, 3-4 000 piastres, là, que tu mets blanc, brillant, lustré, c'est super beau comme cuisine, c'est moderne, ça fonctionne. C'est ça que j'ai mis dans tous les appartements d'optimisation que j'ai fait, A1. Donc, cuisine, salle de bain, les planchers, marqueterie, on oublie ça. Tu mets du plancher de bois franc s'il est déjà présent et qui est beau, tu le refais vernir, etc. Merci, bonsoir. Mais ce que je vous suggère fortement, c'est de mettre du vinyle. Parce que le vinyle actuellement est anti-graphing, t'échappes de l'eau, ça rebond, ça pop pas, c'est ultra durable. Puis présentement, le vinyle, il y en a des très beaux. Fait que tu mets ça dans tes apparts, c'est moderne, c'est luxueux, c'est durable. Et puis, avec ces looks-là, donc belle cuisine, belle salle de bain, beau plancher, vinyle, avec ces looks-là, lorsque tu fais ta publicité pour tes appartements, tu vas viser ensuite les locataires qui sont des locataires un petit peu plus luxueux, que j'appellerais, donc des locataires pas de meilleure qualité, mais des locataires que lorsque tu vas faire une enquête avec eux, l'enquête de crédit, l'enquête de travail, l'enquête antécédent, c'est des locataires qui vont peut-être avoir plus l'habitude de payer dans le secteur de Montréal 1300, 1400 pour des 4,5. Et si on des bonnes cotes de crédit, puis ils ont des salaires, des fois je vois du monde là, qui ont des salaires de 85 000, 100 000 par année, puis qui se louent un appart, puis qui louent ça à 1400. S'en fout de louer ça à 1400, son appart, il est super beau, il est super clean, puis c'est un bon payeur, c'est un bon travail. Fait que tu sais, dans l'optimisation, lorsqu'on est dans le 5 et plus, on touche le moins possible au revêtement extérieur, le moins possible à la toiture, à moins qu'elle soit due à être faite puis ça coule, là. Et au moins possible aux choses superflues, puis vraiment aux choses à l'interne dans tes appartements qui vont influencer ton revenu net d'après. Donc ça, c'est pour les 5 portes et plus, parce que on analyse le revenu net. Lorsqu'on est en 5 portes et moins, c'est différent. Étant donné qu'on compare les comparables du marché, oui, c'est beau rénover les appartements, augmenter le revenu, mais le but, c'est que ton immeuble, lorsqu'il y a un acheteur qui veut l'acheter ou quand tu veux faire avec l'évaluateur, lorsqu'ils vont faire les comparables, ils vont regarder, bon, ta fenestration est rendue comment? Est-ce qu'elle est en PVC? Est-ce qu'elle est bien faite? Le toit, quand est-ce qu'il a été changé? Bon, ton revêtement, est-ce que tu as des ventes de bœuf dans ta brique ou est-ce que ta brique est belle, est bonne, est conforme? As-tu besoin de faire venir un maçonnier, donc, etc. Fait que dans les 5 portes témoins, tout ça va être pris en ligne de compte pour ta nouvelle valeur, tandis que dans le 6 et plus, 5 et plus, ça va être moins pris. Donc, dans les trucs, lorsqu'on est dans le 5 portes et moins, si tu veux le garder pour le long terme, mets-les uniquement dans les appartements, ton optimisation. Si tu veux le vendre dans ton court terme, ben fais que ton immeuble soit sharp. Change ton toit, change tes fenêtres, tes portes, oui, exactement. Vas-y avec la tendance actuelle. Tu sais, présentement, on voit beaucoup les portes noires quand les maisons et les multilogements sont hot, les portes sont noires, les fenêtres sont noires. Tu sais, fait que on y va avec la tendance actuelle. Mais la donnée la plus importante avant de décider de faire quoi que ce soit, c'est la localisation. Boom!
Donc, tu regardes ton quartier, tu regardes le voisinage, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que les gens veulent dans ce quartier-là, qu'est-ce qu'il y a comme attraction aux alentours. Puis avec ces données-là de localisation, là, tu vas être en mesure de faire les bons choix pour ton optimisation. J'adore ce que tu viens de dire, la localisation, c'est vrai, mais juste pour démystifier un peu pour que ça soit plus clair pour les gens. Quand tu parles de localisation, c'est pas uniquement être au centre-ville, plateau Mont-Royal, puis dans le Griffintown. Tu veux dire une bonne localisation dans peu importe le secteur que tu as. Comme tu l'as dit, analyser qu'est-ce qu'il y a alentour, de pas l'acheter directement où est-ce que, admettons, c'est des secteurs, dans le quartier, tu achètes dans le quadrilatère que c'est du monde défavorisé, puis c'est pour ça que tu avais un bon deal, parce que c'est ça, exactement. C'est ce qu'on appelle les micro-régions. Tu sais, il y a autant, mettons, si je te nomme un secteur comme ça, par hasard, là, mettons, Rive-Nord. Saint-Jérôme, mettons. Non, Fabreville. Ok, vas-y, ouais. Fabreville, tu sais. Bon, Blainville, tu sais, Blainville, c'est encore plus flagrant. Dans Blainville, tu as Fontainebleau, qui est en haut de la montagne, avec des maisons millionnaires. Puis tu as Blainville-Nord, en bas, où c'est vraiment plus unifamilial. Ben, tu sais, quelqu'un qui fait pas une analyse de la micro-région puis qui se dit, ah, Blainville, c'est des millionnaires qui habitent là-bas, puis là, ils voient une maison popée qui est à 400 000. Ah, ben oui, mais t'es dans le petit quartier familial en bas, t'es pas en haut de la montagne des maisons millionnaires. Fait, ça, c'est ce qu'on veut dire, moi, puis Chris, lorsqu'on parle de localisation. C'est pas juste les gros centres, il y a des micro-régions dans chacune des localisations pour bien analyser ce marché. Oh my God, tu l'as tellement bien dit. Autre question. Tu le fais dans ta formation. 3 conseils pour les gens, pour les inciter à passer à l'action. 3 conseils pour les inciter à passer à l'action, c'est de rentrer maintenant tout de suite dans les étapes pour la création de ton dossier en tant qu'investisseur immobilier. Ce que je veux dire, le dossier, c'est commencer à monter puis structurer tes trucs. Comme ça, tu vas commencer à activer ton subconscient, à passer aux actions pour pouvoir finalement arriver à ton objectif. Donc, si je te donne des trucs généralistes pour les investisseurs, je te dirais au début d'aller, premièrement, vérifier dans tout ce que tu as, CELI, REER, banque de banque, compte de banque, compte épargne, etc. Rassemble ça, là, ton argent que tu as, à savoir quel va être ton montant de mise de fonds. Et va avec ton institution financière faire une préapprobation bancaire. Ça serait la première étape. Comme ça, tu vas avoir une petite idée jusqu'à combien seul tu peux investir, qu'est-ce qui pourrait être réaliste pour toi, etc. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce que je te suggérerais, ce serait de parler avec un professionnel. Donc, un courtier immobilier, un courtier hypothécaire aussi, un coach en immobilier comme je vous parle là, et puis de regarder avec cette personne-là quels sont vos objectifs et quelles seraient les étapes pour y arriver. Donc, faire ça, c'est gratuit. Si on veut t'appeler, on va avoir le conseil, c'est gratuit. Tout à fait gratuit. Même chose avec nous autres de notre côté, quand on parle avec un coach juste pour parler, avoir des conseils, qualifications, c'est gratuit aussi. Donc ça, c'est la deuxième chose que je te conseille fortement à aller faire. Donc, préapprobation, parler avec un professionnel. La troisième chose, c'est arrête de procrastiner. Parce que si tu es sur Facebook, tu regardes des vidéos de chats, ça ne donnera jamais rien. Okay? Tu t'amuses, c'est le fun, mais si tu veux passer à l'action puis aller avec des choses concrètes, si tu suis les étapes, tu as une préapprobation, tu as les conseils de professionnels, bien maintenant, let's go. Donc, arrête de procrastiner. L'étape après les conseils de professionnels, c'est d'aller t'acquérir l'expérience nécessaire pour aller le faire, ton investissement. OK? Donc, l'expérience nécessaire, là, c'est d'y aller sur le terrain, de faire des visites. C'est de prendre la formation en investissement puis d'avoir des bons conseils, d'être bien suivi. C'est de passer à l'action. Là. Donc, c'est vraiment les 3 conseils que je vous dirais pour ceux qui veulent faire de l'investissement. Numéro 1. C'est une tendance qu'on voit beaucoup présentement depuis 2020, depuis 2021. C'est connexe à l'immobilier parce qu'on parle d'investissement, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, monsieur, madame, tout le monde, qui parle beaucoup de bourse d'investissement puis tout ça. Toi, avec le niveau où est-ce que tu es rendu, tu as ton académie, tu as tes investissements immobiliers, qu'est-ce que tu penses de basculer puis de te lancer dans d'autres terrains comme la bourse, le bitcoin, ces affaires-là? OK. C'est une excellente question, en fait, parce qu'on entend souvent dire, par vice-versa, plein de gens qui disent diversifier votre portefeuille. Hein? On entend souvent dire ça. C'est pas faux. C'est important de savoir diversifier son portefeuille, mais il faut diversifier son portefeuille dans des choses auxquelles vous avez l'expérience, dans des choses auxquelles vous savez que ça va être intéressant.
Maintenant, une phrase importante que je veux dire là-dessus, moi personnellement, j'investis pas dans le Bitcoin, j'investis pas dans la bourse non plus parce que j'ai pas d'expérience dans ça. C'est pas mon créneau, c'est pas ma spécialité, c'est pas ce dans quoi j'aime, donc c'est pas quelque chose qui me passionne. Tandis que l'immobilier, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, personnellement, je diversifie mon portefeuille dans divers investissements immobiliers. Okay. Je ne diversifie pas mon portefeuille dans d'autres choses, d'autres sortes d'investissements. Ben, tu sais, on s'entend, j'ai des CELI, j'ai des petites affaires à gauche et à droite, mais des gros investissements risqués, donc que tu peux gagner beaucoup ou tu peux perdre beaucoup. Moi, je ne vais pas dans ça personnellement, mais je n'ai pas d'expérience là-dedans. Mais une chose intéressante que j'ai entendu dire en passant, c'est Grant Cardone qui l'a dit. Donc, je ne m'associe pas. J'aime ça dire d'où ce que ça vient. Il dit, les banques vont te prêter de l'argent pour l'immobilier. Ils vont te prêter de l'argent pour t'acheter une maison, pour t'acheter un multilogement, pour générer du cash flow sur quelque chose de concret. Est-ce qu'ils vont te prêter de l'argent pour investir dans le Bitcoin? Est-ce qu'ils vont te prêter de l'argent pour investir dans la bourse? Ils vont même pas te prêter de l'argent pour investir dans leur propre bourse. Qui ont à eux dans leur propre fonds. Dans leur propre fonds, OK? Ils vont même pas te prêter de l'argent pour ça. Donc, mais ils vont te prêter de l'argent, ils vont te prêter millions de dollars pour acheter un bâtiment. Donc, la réalité de la chose est que, tu sais, les banques, ils prennent pas de risques, là. C'est pas des amis, les banques. On s'entend, ils sont là pour faire l'argent, ils sont là, signer les contrats, souvent c'est gagnant-gagnant, OK? Mais ils sont pas là pour faire des cadeaux, là. Donc, si la banque les institutions qui sont hyper riches te prêtent l'argent pour l'investissement immobilier, ben moi, ça me sonne une certaine cloche. Là. 100%. Certaine cloche. Donc, mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin, c'est pas bon, que la bourse, c'est pas bon. Au contraire, plein de monde font plein d'argent dans ça. Là. Mais ce que j'ai à vous conseiller, en fait, lorsque vous faites des investissements puis diversifier le portefeuille, lorsqu'on investit dans des marchés qui sont vraiment beaucoup variants, qui ont des grosses variantes, c'est avec de l'argent que vous n'avez pas travaillé pour. Donc, l'argent que vous allez vous amuser. Okay? Donc, vous allez vous amuser dans de la bourse, vous allez vous amuser dans du Bitcoin, puis tout ça. Ça peut être des bons investissements, ça peut être des mauvais investissements, mais je vous conseillerais fortement d'aller dans quelque chose au début pour vous bâtir solidement, pour vous bâtir du cash flow qui va générer quand vous allez dormir. Et avec cet argent-là, qui n'est pas de l'argent que vous avez travaillé pour, puis qui n'est pas de l'argent que vous avez besoin pour payer votre hypothèque, payer votre auto, payer votre bateau ou quoi que ce soit de l'argent qui rentre automatique, que vous n'avez pas travaillé pour, cet argent-là, si vous en avez envie de diversifier votre portefeuille, ben let's go, diversifiez-le ailleurs. Mais là, on est dans une capsule d'investisseurs immobiliers. Fait que c'est sûr que c'est pas moi qui va vous dire OK, non, investissez dans le Bitcoin, oubliez ça l'immobilier. Mais non, on s'entend là. Je vous dis, l'immobilier, c'est l'investissement qui a le plus sûr, ça a été prouvé à de maintes reprises. C'est un besoin essentiel. That's it. Donc voilà. Super. Pour terminer, le conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? Oh mon Dieu, la version que je donnerais plus jeune de moi-même, ce serait Kevin. Mets pas tout ton argent que tu as dans plein de choses différentes. Va prendre de l'information puis va t'entourer de gens professionnels pour investir ces capitaux-là à des endroits qui sont certains de te rapporter de l'argent. Parce que quand j'étais jeune, j'ai investi de l'argent dans des compagnies pyramidales, j'ai investi de l'argent dans de la bourse, j'ai investi de l'argent dans du forex, donc de l'échange d'argent, de currency exchange qu'on dit en anglais. J'ai mis énormément de temps dans des startups de petites compagnies qui n'ont pas fonctionné. J'ai mis beaucoup d'argent dans de la modification de voitures, là, parce qu'on était jeunes, hein, ça tentait de le faire. Puis c'est ça, puis tu sais, aujourd'hui, je me dis, tu sais, j'ai 28, je suis encore jeune, faut pas que je capote, mais je sais que si j'aurais à donner un mot à mon plus jeune, c'est arrête de niaiser, arrête de penser que chaque chose est une opportunité de faire de l'argent dans la vie. Va-t'en dans des choses précises, concrètes, va te chercher la connaissance pour, garde ton argent pour des choses que c'est certain que ça va te rassurer de l'argent, que te rapporter de l'argent, je veux dire. Et puis, du moment que là,
t'as fait ton argent, amuse-toi dans ce que tu veux. Tu sais. C'est ce que j'aurais donné à mon moi niveau financier. Là, parce qu'il y a mon moi plus jeune niveau amour. Mais niveau financier, c'est ce que je dirais. Là. Arrête de dépenser sur plein d'affaires inutiles. Bâtis-toi quelque chose de concret. Puis va te chercher l'expérience nécessaire avec des gens qualifiés qui vont t'aider pour le faire. Super. Et Kevin, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre pour rentrer en contact avec toi? Parce que je trouve que tu as un beau background, tu expliques vraiment bien, tu véhicules tellement vraiment bien l'information que je suis sûr que tu peux aider plein de gens, ceux qui veulent rentrer en contact avec toi. Comment? Certainement. Juste en haut de la vidéo ou en bas, ça va dépendre de Chris. Il y a un lien qui est une petite capsule de formation que j'ai sortie qui explique toutes les méthodes comment faire de l'argent en immobilier. Qui explique aussi concrètement quelles sont les différentes façons de faire pour investir si tu as un petit peu moins de capitaux ou si tu as beaucoup de capitaux, les incorporations, les fiducies, comment est-ce que ça fonctionne avec Immo Academy, qu'est-ce que les coachs font avec toi, les élèves à succès. Donc bref, si tu veux vraiment, tu sais, tantôt on a parlé des 3 étapes, là, les préparations, pré-approbation bancaire, ensuite tu parles avec un professionnel, ben tu sais, la deuxième étape, là, c'est pas mal là. Parce que dans cette vidéo-là, tu vas en apprendre énormément et je te donne aussi l'accès à un appel gratuit avec un coach de 30 minutes où tu vas pouvoir parler au téléphone et puis il va pouvoir répondre à tes questions puis te diriger un petit peu plus selon ton parcours et tes objectifs pour tes investissements immobiliers. Ça, c'est gratuit, puis ça va continuer à être gratuit parce que je trouve ça important de diriger les gens à savoir où ce qu'ils s'en vont, où ce qu'ils peuvent faire, puis leur donner des bons conseils. Donc, clique sur le lien en haut, tu as la vidéo avec la petite formation gratuite et un appel gratuit avec le coach qui va t'aider par la suite pour tes acquisitions. Je ne te cacherai pas que cet appel-là, c'est un appel de qualification. Donc, on qualifie un petit peu, voir est-ce que tu es prêt présentement à faire un investissement immobilier? Si oui, quels sont les assets? Quels sont tes objectifs? Puis, par la suite, si tout ça fonctionne puis qu'on a bien répondu à tes questions, cet appel-là est gratuit. L'autre appel après, c'est un appel plus de stratégie où ce que là, on te montre un plan solide pour tes futurs objectifs, l'atteinte de tes objectifs. Et c'est à cette étape-là, donc au deuxième appel, que tu prendras une décision si tu as envie de faire partie de la grande famille d'Immo Academy. That's it, j'adore. Et un gros merci beaucoup. Merci, Chris. Kevin. Puis, juste pour te corriger, oui. Pour rentrer en communication avec Kevin, pour le lien pour la vidéo, ça va se retrouver plus bas dans la boîte des commentaires. Donc, si vous avez des questions pour moi, pour ces immobiliers, pour vous aider, n'hésitez pas à nous poser des questions. Kevin, pour le rejoindre, le lien va être en bas de la vidéo. Alors, sur ce, on vous remercie pour votre écoute et passez une excellente journée. Super. Au revoir. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.